messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres. Rendez-vous public et populaire entre Ousmane Sonko et la jeunesse patriotique hier à l'esplanade du Grand Théâtre. Après 2 mois d'exercice, le président de PASTEF et Premier ministre parlent de la situation nationale. Une sortie qui alimente la presse du jour. Dans ce journal, réaction et revue de la presse de ce lundi. Cérémonie de levée des couleurs pour ce premier lundi du mois de juin. Nous nous sommes rendus au lycée Birago Diop. Une journée mise à profit pour sensibiliser les élèves sur le civisme et la citoyenneté. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Sénégal occupe provisoirement la première place du groupe B en pétanque. Notre pays est champion d'Afrique. C'est le menu de la page des sports de ce lundi. Bienvenue à tous. Le nouveau référentiel unique des politiques publiques du Sénégal sera prêt en septembre 2024. Ousmane Sonko l'a confirmé à nouveau hier à l'esplanade du Grand Théâtre. Le président de PASTEF et Premier ministre présidait une conférence publique sur invitation des jeunesses patriotiques. Il a évoqué également d'autres programmes. Le compte-rendu de Aram Dawa. La jeunesse patriotique dans son style électrique. Des jeunes qui ont eu ce dimanche un rendez-vous public et populaire avec leurs leaders pour mettre en relief leur contribution dans le projet. C'est vous qui devez porter le projet. Chaque Sénégalais doit jouer sa partition. Je veux vous rendre de ce que nous sommes en train de faire. Le projet dit ceci, un Sénégal prospère, souverain et juste. Et c'est ce projet que vous avez plébiscité qui a porté le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir avec un score inédit de 54%. Nous avons trouvé ici le PSE. Nous l'avons toujours remis en cause. Donc le nouveau référentiel de politique publique est en cours de finalisation. Le PSE a été réalisé par un cabinet dénommé McKinsey qui a été payé à hauteur de 3 milliards. Ça leur a pris 2 ans. Nous, on a été élus en 2024. Et en septembre 2024, on aura tout fini. Et c'est un projet qui sera entièrement réalisé par des Sénégalais. Le leader de PASTEF, non moins Premier ministre du Sénégal, liste les actions, un référentiel unique en finalisation, une vision Sénégal 2050 pour le long terme, un plan d'action du gouvernement. Ce plan d'action permettra à l'ensemble des ministres d'avoir une claire vision de là où nous allons jour après jour, semaine après semaine. Le président de la République donnera les orientations de ce plan d'action gouvernemental et je le conduirai en ma qualité de chef du gouvernement, n'en déplaise à certains. Nous instaurons à ces programmes les politiques sectorielles, filières pour revaloriser l'agriculture, la pêche, l'industrie, la pétrochimie, etc. Il nous faut cela pour développer une chaîne de valeur complète, gage du développement. Donc, nous savons où nous allons et nous allons y arriver. Et il est attendu de cette jeunesse que sa contribution soit agissante. Cette formidable énergie qui a porté le projet, qui a protégé les porteurs du projet, il faut désormais qu'on la transforme en une énergie de construction de notre développement. C'est ça que nous attendons de vous. Dites-vous que le président de la République, les ministres et moi-même descendrons sur le terrain durant ces vacances. Nous irons cultiver dans les champs, nous irons reboiser, faire des descentes dans les écoles, construire des salles de classe et des toilettes aussi. Nous aurons de belles actions citoyennes durant les vacances. Le pacte est ainsi signé un dimanche après-midi à l'esplanade du Grand Théâtre, 2 mois après l'arrivée au pouvoir des leaders de PASTEF les Patriotes.
Ramdao, remobiliser les jeunes, renégocier les contrats pour que le Sénégal reprenne sa souveraineté. Voilà les points phares donc de la rencontre du leader de PASTEF avec les patriotes. Ousmane Sonko l'a annoncé également hier lors de cette cérémonie. Le compte-rendu d'Anaïs Nyanyamane. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF devant la jeunesse patriotique du Sénégal, explique le projet de changement systémique. Une conférence politique au cours de laquelle le Premier ministre a dévoilé certains projets du nouveau gouvernement, dont un nouveau référentiel des politiques publiques intitulé Vision Sénégal 2050. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a parlé effectivement d'économie et d'une certaine vision 2050. Mais dans ses propos, j'ai relevé qu'il est parti pour dire que généralement au Sénégal, dans aucun secteur, la chaîne de valeur n'a été valorisée. C'est-à-dire qu'il n'existe même pas de chaîne de valeur dans bien des domaines. Il faut effectivement pour une économie émergente capable d'aller vers une souveraineté, que tous les segments de notre économie et de notre vie tout court puissent avoir quand même une chaîne de valeur. Concernant ce qu'il entend faire sur la réduction des comptes, il est revenu là-dessus. Il est évident qu'aujourd'hui, tout le monde applaudit. Annonce aussi sur la baisse du coût de la vie. Parce que la baisse du coût de la vie, c'est extrêmement important. C'est une très forte attente à l'heure actuelle. Et vraiment, maintenant, on a besoin de beaucoup plus de sérénité pour avancer. Mais il faut qu'on continue à nourrir les échanges, les conflits, les contradictions, les argumentations. C'est ça la vie de la démocratie. La fiscalité des entreprises de presse a été aussi évoquée par le chef de gouvernement. C'est par rapport au paiement des impôts de la presse. Je ne parle pas de la presse, mais d'une partie de la presse qui jouissait des avantages de l'ancien régime, qui pouvait se permettre tout ce qu'il voulait, travailler, couper à la source les salaires des employés et ne pas les reverser. Pourquoi il a parlé de détournement de deniers publics? Parce que cet argent-là, c'est de l'argent public qui appartient à l'État. Il fallait verser ça à l'État. C'est de dire à cette presse-là, donc privée, qui sont des entreprises privées, mais qu'elle doit payer les impôts. C'est vrai, l'impôt est fait pour être payé. Mais vous savez, les entreprises de presse, que ce soit du privé comme du public, ont un rôle de service public. Et ce rôle de service public, de temps à autre, l'État du Sénégal doit faire des facilités pour ces entreprises de presse-là. En quoi faisant? En trouvant des mécanismes pour que vraiment cette dette fiscale-là ne pèse pas lourd sur les épaules de ces entreprises de presse qui sont dans la précarité, il faut le reconnaître. Le message du chef de parti du PASTEF à l'endroit de la jeunesse et de la justice n'est pas bien perçu par l'opposition. Je voudrais m'indigner des déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, parce qu'il faudrait que Ousmane Sonko puisse savoir qu'il n'est plus dans l'opposition. Ousmane Sonko gagnerait à retrouver sa sérénité pour travailler pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Parce que là où on l'attend, mais c'est de régler le problème des Sénégalaises et des Sénégalais. La presse, la société civile, les politiciens, les économistes attendent beaucoup de ce nouveau gouvernement, des résultats concrets pour un Sénégal plus prospère. Et à la suite donc de cette sortie d'Ousmane Sonko, nous avons tendu notre micro aux Sénégalais lambda. Voici leur réaction. Bon, un discours rassurant. Peut-être ils ont promis de nous faire vivre peut-être un Sénégal nouveau. Donc on a senti qu'ils sont dans leur lancée. Juste leur encourager à persévérer dans ce sens. Et vraiment essayer de voir ce qui ne va pas sur le pays et essayer de changer ça. Le discours était axé sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est par rapport donc à cette dynamique de rendre compte. Les gens doivent rendre compte de leur gestion. L'autre discours, c'est de remobiliser aussi les jeunes par rapport à des initiatives qui seront prises en termes de renégociation des contrats, donc de toutes les formes de contrats
léonin qui n'arrange pas le peuple sénégalais. C'est un discours que nous ne pouvons que percevoir, mais positivement. Et les Sénégalais qui l'ont écouté hier ont compris la substance le plus important. C'était le message qu'il voulait faire passer. Et vous savez, le président Ousmane Sonko, il est comme ça. Il attire, même quand il ne parle pas, les gens parlent, à fortiori quand il parle. Au Sénégal, tout le monde parle, mais ça reste toujours le suivi. On n'a pas tendance à exécuter les dires. C'est ça qui est important, les exécutions. Et nous attendons tellement de ce gouvernement parce qu'ils nous ont promis beaucoup de choses. Donc nous sommes là, comme en tant que Sénégalais, en tant que Sénégalaise et Djiguen. Donc on attend tout ce que M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, a dit pour que cette pays commence à développer. La presse du jour s'est largement intéressée à la conférence publique du leader du parti PASTEF, Mamadou Sakini, a parcouru les titres des journaux pour nous regarder. Le grand oral du week-end du président du PASTEF, Ousmane Sonko, a fait écho dans la presse du jour. Chaque quotidien y est allé de son commentaire sur la sortie de l'homme politique, par ailleurs Premier ministre. Sonko vaut la lumière surtout, Barassa 1, Wolf Quotidien. Le journal de Front de Terre renseigne que le PM tient à la vérité sur la disparition de Didier Badji et de Fulbert Sambou, mais aussi les décès lors des manifestations. Wolf Quotidien s'interroge sur la possibilité de l'abrogation de la loi d'amnistie. Enquête prend le contre-pied de Wolf Quotidien. Conférence politique, Sonko dans la menace, titre le journal. Il informe que le Premier ministre annonce des poursuites contre certains membres de l'ancien régime. Affaire Prodac, le rapport a été caché. Aujourd'hui, il est sur ma table. Dixit Ousmane Sonko, repris par Enquête Quotidien. Dans un style calembour, Besbi le jour parle de mise en scène de Ousmane Sonko au Grand Théâtre. Le quotidien de Point E rapporte les déclarations du PM. Ces effacements de dettes de la presse, c'est fini. Sortie du président de PASTEF, Sonko au Grand Théâtre, s'exclame le journal L'Observateur. Il raille l'opposition, menace la presse et s'offre des foudres, explique le quotidien du groupe Futur Média. Interrogé par l'Obs, l'opposant Bougane Gueye Dany déclare « C'est pitoyable ». Il nous faut des hommes d'État qui ont une vision prospective de la presse, renchérit Mamouri Ibra Kane, dit CEDEPS. Ce qui fait dire au journal LAS que Sonko choque. Par contre, Yor a donné la parole à des spécialistes qui ont décrypté la sortie. Pour le journaliste Mamadou Gassama, c'est une démonstration de son engagement politique. Son confrère Bakary Domingo Mané estime que Sonko utilise aussi le silence comme miroir, en reflétant à l'adversaire ses propres fautes sans avoir besoin de les verbaliser. L'expert financier Abdou Karim Sok, lui, s'est penché sur le projet référentiel de politique publique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Selon lui, Vision 2050 pourra être séquencée par espace temporel de 5 ans, conformément au plan national de développement. Et puis, notez également que le secrétaire général du Conseil national du patronat du Sénégal, Hamidou Diop, a été réélu pour un 3e mandat de 3 ans comme membre titulaire du Conseil d'administration du Bureau international du travail BIT. C'est à l'occasion de la 112e session annuelle de l'Organisation internationale du travail. Elle se tient présentement à Genève, en Suisse, jusqu'au 14 juin 2024. Le BIT, comme le CNP au Sénégal, ont salué l'élection de Hamidou Diop, dont les compétences professionnelles et ses capacités en négociation sociale sont constamment prises au service du monde des entreprises. Toutes nos félicitations à Hamidou Diop et au CNP. Juan Branco magnifie la nomination de Papa Lénian à la tête de la RTS. Le militant politique et avocat aussi a saisi l'occasion pour parler justement de plusieurs questions, des questions qui s'articulent pour l'essentiel autour de l'indépendance et de la liberté de la presse. Le compte-rendu de Ibrahim Anor. Fine silhouette d'un militant politique et avocat qui s'est fait honneur au Sénégal en prenant la défense d'Ousmane Sonko. Cet après-midi, Juan Branco est dans les locaux de la RTS pour rendre visite au nouveau directeur général. Au menu des échanges,
Différents points abordés, dont la nomination de Pape Alé Niang à la tête de la RTS. Le plus fort qui était mis en œuvre depuis la transition démocratique qui est intervenue il y a quelques semaines. Symbolique parce que je pense que cet homme a incarné une forme de courage et de ténacité à un moment où le pays menaçait de sombrer dans des heures sombres et notamment de la violence et du mensonge. Et je suis convaincu par ailleurs qu'il va impulser cette culture de la vérité qui est pour moi la priorité dans tout travail d'information à tous les niveaux hiérarchiques en fait au sein de cette institution et donner l'exemple du coup aussi au reste de la presse sénégalaise. Une presse libre et indépendante dans un pays où la liberté d'expression est consacrée par la charte fondamentale. Les défis ne manquent pas. Comment l'avenir se dessine pour ce pays, que ce soit question d'impunité, que ce soit question de gouvernance. Il y a beaucoup de défis. Et là, je pense que la priorité est évidemment de redonner de la souveraineté aux populations sénégalaises, de leur redonner de la force et de la capacité à la fois non seulement économique, mais plus généralement de souveraineté politique. Et je pense qu'avoir des médias puissants, indépendants, nationaux, c'est fondamental comme démarche. Et donc évidemment, la RTS fait partie, je pense, des défis des institutions qui doivent qui sont en train d'essayer de relever ce défi. Des défis énormes qu'il faut relever pour être en phase avec les attentes des populations. Il aura fallu 45 à 60 minutes pour aborder plusieurs questions. Autre aspect de l'actualité nationale, 14 jeunes Sénégalais viennent d'obtenir leur diplôme de fin de formation au Game Up Sénégal de la DRFJ. Ils sont désormais outillés dans la création de jeux. L'industrie du jeu draine des demandes financières importantes à travers le monde et constitue une niche d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Amadou Diallo. Une période intense d'incubation de plus de 6 mois vient ainsi de s'achever. Le Game Up Sénégal, c'est la création, l'éducation et la collaboration entre les acteurs de l'industrie du jeu vidéo. On a mis à disposition du matériel pour qu'ils puissent arriver à faire les jeux vidéo. Également le mentorat. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus pour vraiment aider ces jeunes à pouvoir réaliser ce qu'ils veulent faire. En dehors de ça, il y a des formations. Comme ce que j'ai dit tantôt, la formation en game design n'existe pas au Sénégal. Et le fait de pouvoir leur donner cette formation a été très bénéfique pour eux durant ces 6 mois d'incubation. La DRFJ accueille le programme Game Up au sein de son plateau d'innovation au bénéfice de jeunes talents en création de jeux. Ce projet est très important pour nous parce qu'au niveau de la DER, nous nous positionnons vraiment comme un catalyseur de l'écosystème entrepreneurial et surtout au niveau du D-Hub, qui est notre plateau d'innovation, où vraiment nous souhaitons créer des synergies, donc vraiment de manière multisectorielle. Et aussi, nous souhaitons véritablement démocratiser l'innovation et la technologie au sein de notre écosystème entrepreneurial. Donc dans ce sens-là, effectivement, c'est vrai que le Game Hub est une initiative qui nous a beaucoup plu et que nous sommes ravis véritablement d'accueillir au sein de la DRFJ. Un bilan extrêmement positif. Déjà, on voit du résultat concret avec des jeux qui sont prêts aujourd'hui à être dévoilés au grand public, bientôt distribués sur les plateformes locales Gara et Kaifoplay, et puis sur les stores internationaux, le Google Play Store et l'Apple App Store, et d'autres canaux également. Donc voilà, on a aidé les jeunes déjà à produire leurs premiers jeux vidéo, mais aussi maintenant à les commercialiser pour commencer à en tirer du revenu. Les jeux vidéo créés durant les 6 mois d'accompagnement ont été présentés. Afin de renforcer davantage les actions du sous-secteur des jeux vidéo, l'ambassade de France s'est engagée à octroyer 140 millions de francs CFA pour les prochaines cohortes du programme d'incubation du Game Up Sénégal au sein de la DRFJ. Menu de levée des couleurs ce lundi au lycée Birague Diop. Pour clôturer l'année académique, la direction de l'école a invité l'armée pour dispenser aux élèves une leçon de civisme et de citoyenneté, initiative saluée par les élèves, mais aussi l'encadrement. Luis Pizza. Cérémoniel militaire pour hisser le drapeau. Levée de couleurs exceptionnelle au lycée d'excellence Birago Diop pour marquer la fin de l'année scolaire. Et comme les bonnes notes s'obtiennent dans la discipline, les hommes maintenus se sont donné un exemple pour le culte du travail, chemin du véritable développement. L'armée a vu que notre population, surtout les jeunes, arrivent à perdre nos bonnes valeurs. Et nos bonnes valeurs, ça se trouve toujours quand vous voyez
l'explication du drapeau et de l'hymne national, ça peut faire un bon Sénégalais. Tout un cours de civisme à l'endroit des lycéens. Birago Diop, un lycée d'excellence dont la discipline doit se refléter à tout point de vue. L'armée, merci, merci. Parce que rien que votre devise, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. C'est chargé d'histoire. Ah, il faut bien retenir la devise de l'armée. On nous tue. Ça vous donne le culte du travail et le travail bien fait. Chaque année, c'est des mentions très bien, bien, assez bien. Et on souhaite que cette année aussi, que nous ayons de très bons résultats au baccalauréat et au BFM. Le message, en fait, c'est dans leur comportement d'abord. La tenue. Déjà, un seul homme parle, tout le monde exécute. Ça, c'est un message. Message de discipline, mais aussi message de respect. Message pour message, eh bien, nous disons oui à l'armée. Les responsables du lycée veulent inculquer dans l'esprit de leurs apprenants le civisme et la citoyenneté. L'armée étant un modèle de droiture, tout le corps professoral s'est mobilisé pour permettre à ses futurs leaders d'assimiler le cours du sergent-chef Abdoulaye Tandine. Au Sénégal, si on se félicite depuis longtemps d'avoir une armée professionnelle reconnue, et cette armée repose effectivement sur des vertus, sur la discipline et sur la droiture. Et les militaires ont toujours été des modèles pour le Sénégal. La preuve, aujourd'hui, on a 2 grands militaires à la tête des armées, à la tête du ministère de l'Intérieur. J'ai beaucoup appris. On m'a appris que la discipline et le travail peuvent nous apporter beaucoup de choses aujourd'hui. Quand on sera grand, on saura qu'est-ce que ça nous apportera. On aura de bonnes notes pour nos parents. La cérémonie met donc en évidence le culte armée-nation. Et c'est ce modèle de droiture de l'armée que le lycée d'excellence Birago Diop veut prôner. Le moment de la montée des couleurs est également une tribune pour l'administration de sensibiliser concernant les activités de vacances. Louise Pizza, nous restons dans l'environnement scolaire pour signaler la suite du forum REPATS à l'Institut des sciences et technologiques de la communication ISTC d'Abidjan. En marge justement de cette rencontre de la diaspora pour un retour de la mère patrie, un panel a réuni journalistes professionnels venus de 4 pays, dont le Sénégal, mais aussi des jeunes étudiants en journalisme pour échanger sur la profession. Envoyés spéciaux à Abidjan, Pape Sidiya et Abibou Mbaye. Dans la plus grande école de journalisme de Côte d'Ivoire, ISTC, rendez-vous était donné en marge du forum REPATS pour mettre en face les étudiants avec 4 professionnels venus des États-Unis, du Sénégal, de la France et de la Chine. Chacun de livrer sa petite et modeste expérience journalistique marquée par des hauts et des bas. Une longue séance de questions-réponses au cours de laquelle les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication ont mis à profit pour interpeller sur la carrière de chacun en période de paix et de guerre, devant des situations où la liberté et la responsabilité doivent guider la démarche journalistique très appréciée. Being here and covering this event, and I really love talking to students. Je suis vraiment heureuse d'être ici et de découvrir cet événement, de discuter avec les étudiants qui veulent poursuivre leur carrière dans le journalisme. Il est vraiment important d'échanger avec ces jeunes étudiants et de partager les expériences sur le continent, mais aussi au-delà du continent africain. Notre histoire a été racontée par d'autres. J'aimerais que la jeune génération puisse raconter sa propre histoire. Je suis heureuse d'être là et j'apprécie cette initiative. C'est aussi un moment de partage de plusieurs années d'exercice de la profession. C'est partager une expérience, un parcours. Et moi, j'aime faire ça avec les étudiants, j'aime faire ça avec les jeunes, parce que j'ai été dans leur situation il y a déjà quelques décennies. Et j'ai pas forcément eu l'occasion d'avoir ce type de rencontre avec des professionnels qui ont déjà un parcours derrière eux. Et moi, j'aime bien les écouter, j'aime bien comprendre aussi quelles sont leurs préoccupations. Quand on a reçu, il faut savoir donner. Et j'aime beaucoup revenir vers les jeunes pour leur dire ce que j'ai appris, ce que je peux partager avec eux. Un partage fort apprécié par les étudiants de l'ISTC d'Abidjan. C'est une très belle expérience d'échanger avec ces gens-là qui viennent nous partager l'expérience
d'autres pays. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on apprend les règles du métier, mais là, on a une expérience palpable, une expérience pragmatique du métier, qu'est-ce qui se fait ailleurs, et on sort vraiment enrichi de cette séance-là. Cette expérience de journaliste professionnel avec des étudiants débordants d'ambition et prêts à s'engager dans une nouvelle carrière est une opportunité qui entre en droite ligne du Forum Repars qui en est à sa 2e édition. Restons dans le monde des médias. Le nouveau directeur général du quotidien national Le Soleil est officiellement installé dans ses fonctions. Lamine Nia promet de faire de l'Arceau de Han une référence dans le paysage médiatique sénégalais. Des innovations de taille attendue également. Explication dans ce compte-rendu de Dame Silla. Après 6 ans et demi à la tête du quotidien national Le Soleil, Yaram Kodou Ndende Mbaye cède la place à Lamine Nia. Le tout nouveau directeur général de l'Astre de Han promet de relever les défis de la boîte. Nous devons assumer pleinement, et ça je tiens, nous devons assumer pleinement notre leadership en journalisme ici au Sénégal et remplir avec fierté notre mission de service public de l'information en nous ouvrant notamment aux citoyens sénégalais établis à Dakar, dans les régions et dans la diaspora. Parallèlement, les équipes marketing et commerciales devront se remobiliser. Pour saisir de nouvelles opportunités de monétisation, il s'agira de construire un écosystème de produits et d'offres innovants permettant de générer de nouvelles sources de revenus tout en renforçant notre positionnement sur le marché. Le directeur général entrant du quotidien national Le Soleil promet aussi de faire des orientations qui s'adaptent aux réalités des technologies de l'information et de la communication. S'adapter aux réalités du paysage médiatique, élargir notre lectorat en cherchant à attirer une audience plus jeune et relever le défi de la transformation digitale. C'est pourquoi je ferai de la transformation, plutôt de la digitalisation, une priorité absolue. Nous devons moderniser notre infrastructure informatique, développer de nouveaux produits, nous adapter aux nouvelles habitudes de consommation de l'information du lectorat. Notre modèle économique doit être repensé et réinventé en profondeur pour trouver de nouvelles sources de revenus. Le directeur général sortant, pour sa part, invite son successeur à consolider les acquis et à rendre l'entreprise plus performante. L'important aujourd'hui, c'est de ne plus se focaliser sur le passé, que ça soit en bien ou en mal. Parce que se focaliser sur le passé en bien, ça veut dire que se gargariser, béou, alors qu'on a toujours la possibilité de parfaire ce qu'on a de fait de bien. Se focaliser aussi sur ce qui n'est pas bien, c'est aussi ñak gëmadi yalla la, parce que tout ce que vous n'avez pas fait de bien, vous êtes appelé, vous êtes obligé à le parfaire. Donc, monsieur le directeur général, tout ce que je peux vous dire, je pense humblement avoir fait des choses qui ont satisfait. Je pense, je le reconnais, avoir fait énormément d'autres choses qui n'ont pas satisfait. Le quotidien national Le Soleil, une référence dans le paysage médiatique sénégalais, avec les promesses de son tout nouveau directeur général, de grandes innovations sont attendues dans la boîte. La suite à présent de la tournée nationale du ministre en charge de l'Environnement, l'étape de Kaolack et Kaffrine. Sur place, l'autorité s'est rendue sur plusieurs sites pour évaluer justement l'impact des changements climatiques sur les communautés. Claire Diop pour plus de détails. Tournée de prise de contact du ministre de l'Environnement avec ses services dans la zone centre, la délégation s'est rendue à Kaolack et Kaffrine. Dans ce contexte de changement climatique aux effets néfastes, le ministre est venu s'enquérir de la situation dans le but de prendre des mesures pour renforcer la résilience des populations. Secteurs forestiers, pépinières, périmètre maraîcher, dépôt d'ordures, entre autres sites visités. L'autorité de souligner la nécessité de restaurer les écosystèmes dégradés afin de préserver davantage l'environnement. La problématique principale dans cette zone, c'est les feux de brousse. Et j'ai donné des instructions à la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols de renforcer le dispositif de lutte contre les feux de brousse dans la région de Kaffrine. Parce que jadis, Kaffrine était une région assez boisée. Nous avons vu de visu les difficultés que nous avons appréciées. Nous ferons le nécessaire pour un peu atténuer
les difficultés. Après Kaffrine, le même exercice est aussi fait à Kaolack. Ici, l'exergue est mis sur les difficultés liées à la gestion des ordures. La décharge située à Tiofak est loin d'être réglementaire. Nous travaillerons pour voir comment régler le problème de cette décharge de Kaolack qui a des conséquences écologiques énormes parce que c'est une voie d'eau et en saison des pluies, c'est envahi, ce qui peut entraîner une pollution de la nappe. Il y a un projet du gouvernement de création de centres de valorisation des déchets qui a été initié depuis 2015, mais qui n'est toujours pas achevé. Nous essayerons ensemble de tout faire pour que ce chantier redémarre afin que Kaolack puisse disposer d'un centre de traitement et de valorisation des déchets. Autre site visité, la pépinière de Nioro. Sur place, le travail abattu est salué. Cette année, une annonce forte du ministre. Les arbres fruitiers sont à l'honneur. Le gouvernement compte faire un focus sur les arbres fruitiers, parce que les arbres fruitiers jouent le même rôle que les autres arbres forestiers, mais en plus de ça, ça génère des revenus, ça produit également des aliments. Dans la démarche, le service régional des eaux et forêts travaille en étroite collaboration avec les communautés. Ces dernières mènent des activités génératrices de revenus, aussi participent fortement aux activités de conservation et d'aménagement des forêts, conformément à son rôle de service public. Instruction est donnée par l'autorité de travailler davantage la communication et la sensibilisation pour plus d'impact. Retour sur la conférence publique d'Ousmane Sonko tenue hier au Grand Théâtre. Il a été question justement de remobiliser les jeunes, renégocier les contrats pour que le Sénégal reprenne sa souveraineté. Voilà donc les points phares justement de la rencontre du leader du PASTEF avec les patriotes Ousmane Sonko. Donc l'a annoncé, je vous le rappelle, hier lors de la conférence publique tenue sur l'esplanade du Grand Théâtre. Anaïs Nyanyamani. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF devant la jeunesse patriotique du Sénégal, explique le projet de changement systémique. Une conférence politique au cours de laquelle le Premier ministre a dévoilé certains projets du nouveau gouvernement, dont un nouveau référentiel des politiques publiques intitulé Vision Sénégal 2050. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a parlé effectivement d'économie et d'une certaine vision 2050. Mais dans ses propos, j'ai relevé qu'il est parti pour dire que généralement au Sénégal, dans aucun secteur, la chaîne de valeur n'a été valorisée. C'est-à-dire qu'il n'existe même pas de chaîne de valeur dans bien des domaines. Il faut effectivement, pour une économie émergente capable d'aller vers une souveraineté, que tous les segments de notre économie et de notre vie tout court puissent avoir quand même une chaîne de valeur. Concernant ce qu'il entend faire sur la réduction des comptes, il est revenu là-dessus. Il est évident qu'aujourd'hui, tout le monde applaudit. Annonce aussi sur la baisse du coût de la vie. Parce que la baisse du coût de la vie, c'est extrêmement important. C'est une très forte attente à l'heure actuelle. Et vraiment, maintenant, on a besoin de beaucoup plus de sérénité pour avancer. Mais il faut qu'on continue à nourrir les échanges, les conflits, les contradictions, les argumentations. C'est ça la vie de la démocratie. La fiscalité des entreprises de presse a été aussi évoquée par le chef de gouvernement. C'est par rapport au paiement des impôts de la presse. Je ne parle pas de la presse, mais d'une partie de la presse qui jouissait des avantages de l'ancien régime, qui pouvait se permettre tout ce qu'il voulait, travailler, couper à la source les salaires des employés et ne pas les reverser. Pourquoi il a parlé de détournement de deniers publics? Parce que cet argent-là, c'est de l'argent public qui appartient à l'État. Il fallait verser ça à l'État. C'est de dire à cette presse-là, donc privée, qui sont des entreprises privées, mais qu'elle doit payer les impôts. C'est vrai, l'impôt est fait pour être payé. Mais vous savez, les entreprises de presse, que ce soit du privé comme du public, ont un rôle de service public. Et ce rôle de service public, de temps à autre, l'État du Sénégal doit faire des facilités pour ces entreprises de presse-là,
En quoi faisant? En trouvant des mécanismes pour que vraiment cette dette fiscale-là ne pèse pas lourd sur les épaules de ces entreprises de presse qui sont dans la précarité, il faut le reconnaître. Le message du chef de parti du PASTEF à l'endroit de la jeunesse et de la justice n'est pas bien perçu par l'opposition. Je voudrais m'indigner des déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, parce qu'il faudrait que Ousmane Sonko puisse savoir qu'il n'est plus dans l'opposition. Ousmane Sonko gagnerait à retrouver sa sérénité pour travailler pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Parce que là où on l'attend, mais c'est de régler le problème des Sénégalaises et des Sénégalais, c'est-à-dire trouver du travail pour les jeunes, travailler à l'entrepreneuriat des jeunes, travailler à la protection des femmes, travailler à ce que le Sénégal puisse continuer à être dans l'émergence, travailler à la sécurité des Sénégalaises et des Sénégalais. La presse, la société civile, les politiciens, les économistes attendent beaucoup de ce nouveau gouvernement, des résultats concrets pour un Sénégal plus prospère. Et tout de suite, la page des sports de ce lundi. Et c'est l'affaire de Aïssatou Françoise Seck. Bonsoir Françoise. Bonsoir Anne-Marie. Alors d'abord, la victoire des Lions du Sénégal face aux Morabitoun de Mauritanie. Et c'était pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sénégal qui a battu donc la Mauritanie sur la plus petite des marques, 1-0, dans un stade plein avec des supporters survoltés. Les coulisses de ce match avec nos envoyés spéciaux en Mauritanie, Massiré Faye et Ibrahim Mboub. Jour de match à Nouakchott, jour de derby. Mauritanie-Sénégal, une rencontre qui cristallise toutes les attentions. Déjà, vers 12 h, de longues files se forment devant le stade Cheikha Ould Boïdia. Une enceinte de 8200 places, un chaudron où règne une belle ambiance avec la mobilisation des supporters mauritaniens. Ils sont venus en masse avec l'espoir de voir leur équipe faire chuter le Sénégal. Match nul, match nul. Côté sénégalais, une délégation du 12e Gaïndé a fait le déplacement à Nouakchott. Nos compatriotes vivant sur place ont aussi sonné la grosse mobilisation. 2 forces de frappe pour donner plus d'énergie aux Lions. Allez, allez, Sénégal, allez, Sénégal, Sakanam, Sakanam, Sénégal, allez, 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 Gamrek, 3-0, 3-0, 3-0, 4-0, Sur la pelouse, les Lions ont fait le job grâce à Habib Diallo en première période. Un but qui donne la victoire au Sénégal. L'une des images marquantes du match reste ce tacle violent de Khadim Diaw sur Habib Diarra. Logiquement, c'est un rouge direct. L'arbitre marocain a été plutôt clément. Habib Diarra souffre d'une entorse à la cheville. Le derby était chaud et assez tendu en fin de match, mais l'essentiel est fait par les Lions du Sénégal. Tout à fait, Ibrahima, il fallait le faire et ils l'ont fait. Et justement, à l'issue de ce match, les deux coachs ont fait face à la presse. Ouais, en conférence de presse, donc, d'après-match, Amir Abdou, le coach des Mourabidoun, regrette les nombreuses passes ratées de son équipe. Quant à Aliou Cissé, il salue la victoire des Lions. Pour lui, les Lions étaient venus à Nouakchott pour gagner. Nous allons écouter les deux coachs au micro d'Ibrahim Mboub. Nous rendons grâce à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'était important de venir gagner aujourd'hui ici. On était venu avec l'intime conviction de pouvoir gagner et emporter les 3 points, comme vous le dites, et se relancer dans ce mini-championnat. C'est fait. Je veux vraiment féliciter tout l'ensemble des joueurs, le staff, tous les gens qui ont travaillé
pour que cette victoire se réalise. Nous sommes très contents. Ça a été un match de fin de saison. Les matchs de fin de saison, c'est très compliqué. Les joueurs ont joué pratiquement entre 40 et 60 matchs, 68 matchs. Donc vraiment féliciter le groupe Sénégal, féliciter nos joueurs dans leur mentalité, dans leur patriotisme, dans l'amour qu'ils ont pour ce pays-là, pour se battre tout le temps. Donc vraiment, on est satisfait de ces 3 points-là. Vous savez, chaque entraîneur, son désir, c'est d'abord gagner. Voilà, donc nous, on était venus ici, on sait que le contexte était difficile. On n'était pas venus ici pour jouer du bon football ou bien avoir un contenu. On était venus pour apporter les 3 points, c'était la seule chose qui était importante pour nous. Contre la RDC, le contenu était bon, mais comme vous le voyez, on avait fait match nul. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le contenu n'a pas été bon, mais en face de nous, il y avait aussi une équipe qui venait de sortir d'une défaite, qui joue devant son public, qui nous a causé effectivement beaucoup de problèmes. C'est une place difficile ici, hein. Donc j'espère que la détermination qu'ils ont mis dedans, l'envie qu'ils ont mis contre nous, ils les mettront face à toutes les autres équipes. L'équipe a fait un match correct. On prend un but à la 23e minute. Sur peut-être une des seules excursions du Sénégal en première mi-temps. On a eu des occasions. On aurait pu concrétiser. Après, comme j'ai dit, moi, j'ai pas la formule magique au niveau des attaquants. Actuellement, on a des attaquants qui sont pas en réussite. Nous, savoir, on a que 8 jours quand on les récupère, les joueurs. On essaie de récupérer les meilleurs éléments possibles. Voilà, actuellement, on n'est pas en réussite. C'est à nous de continuer à y croire, à travailler. Actuellement, comme je l'ai expliqué la dernière fois, on est en train de... Le vent n'est pas avec nous en ce moment. On est en train de manger un petit peu notre pain noir. Voilà, j'espère que ça va se stopper là parce que les qualifications de la CAN vont arriver au mois de septembre. Et il va falloir être présent et aller se battre pour aller chercher une qualification pour la CAN au Maroc. Et autre réaction, François, celle de Kalidou Koulibaly. Oui, le capitaine des Lions du Sénégal qui s'est également prononcé après la précieuse victoire acquise avec ses coéquipiers face à la Mauritanie, 1-0. Nous l'écoutons, il est lui aussi au micro d'Ibrahim Mboub et de Massiré Faye. Un match difficile, c'était un match contre la Mauritanie, un derby. On savait aujourd'hui que ça allait être difficile, on est venu avec le bon état d'esprit, on a montré de bonnes choses, on a marqué tôt dans le match. Ça nous a fait du bien, après on a pu être solide derrière, devant on a pu gérer. Donc on peut dire seulement alhamdoulilah cet après-midi, on va rentrer avec les 3 points, on va continuer à travailler. C'est la première visite, ça me fait plaisir, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de familles ici aussi. Ça me fait plaisir de voir tout le monde et Inch'Allah j'espère revenir bientôt. Et après donc cette victoire, qu'il est à la place du Sénégal dans le groupe B. Voilà, le Sénégal donc qui occupe provisoirement la première place du groupe B avec 8 points. Il est suivi du Soudan avec 7 points et puis 3e RDC avec 7 points également. Il faut dire que le Sud-Soudan et le Sud-Soudan doivent livrer un match demain et à l'issue de ce match, on saura quelle est la place du Sénégal après ce match. Et à quand donc la prochaine sortie des Lions? Oui, la prochaine sortie des Lions, Anne-Marie, est prévue le 17 mars 2025 et ce sera face au Soudan. Françoise, les bonnes nouvelles s'enchaînent dans cette édition. Donc, après cette victoire du Sénégal, notre pays étrenne au titre de champion d'Afrique en sport boule. Voilà, le Sénégal champion d'Afrique Maroc 2024. Nos représentants ont dignement représenté notre pays à l'occasion de ces joutes continentales où les pays africains ont eu du mal devant les lions boulistes, nous disent Jacob Ndir et Tanda Ndiaye. Et c'est une première dans les annales de la pétanque sénégalaise. Le dernier grand succès des Lions de cette discipline remonte en 2018 au Canada. Nos boulistes étaient revenus avec dans les valises la médaille de bronze des championnats du monde. Un autre succès, la médaille d'or obtenue à l'occasion des Jeux africains de Brazzaville, nous étions en 2015.
Mais ce titre de champion d'Afrique a donné des ailes au Sénégal sur le continent et hors du continent. Un titre remporté de haute lutte devant des ténors du continent africain, le Maroc, mais aussi le Cameroun 13-0, le Bénin vice-champion du monde 13-1. Ce sont des as de cette discipline qui ont surtout pêché avec la Tunisie qui a été battue en finale par les Lions du Sénégal. Une équipe composée des jeunes talents, des talents qui donc se sont imposés. 13 contre 2. Les héros du continent africain. Cyril Lamine Kane, Abdourahmane Sall, Ababakar Dondé, mais aussi Babacar John. Les prochains championnats du monde sont prévus à Dijon en France. Ce sera au mois de décembre prochain. Alors, la question que l'on se pose, une lancinante question. Nos boulistes vont-ils prendre part à cette compétition mondiale? Et une grosse performance, n'est-ce pas, Françoise? Oui. Mais le développement, ce sera dans un instant dans Galaxy Sport. Voilà, c'est une grosse performance de ces Lions Boulis qui se sont déplacés sans beaucoup de moyens. Et d'où la question justement de Tandakha Ndiaye. Mais je pense que les autorités feront de leur mieux pour que le Sénégal puisse participer à cette compétition mondiale. Alors dans Galaxy, on sera un peu plus en profondeur dans ces disciplines. On sera avec le foot, notamment avec ce match du Sénégal. On sera également avec le basket, avec la pétanque. Mais nous aurons comme invité Mbayang Thiam, qui est coach de l'équipe nationale féminine, qui a gagné pour la deuxième fois consécutive le tournoi de l'UFOA ici à Dakar. On sera également avec Oumar Daf, qui est ancien international sénégalais et qui est entraîneur du club Amiens. François Seck, merci. Merci Anne-Marie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 23h pour la dernière édition du soir. À tout à l'heure. Chers téléspectateurs, bonsoir. L'actualité météorologique, c'est des orages et pluies qui sont